tourne. Le micro n'est pas allumé, Si. pense. Voilà, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, Oui, là, c'est impeccable. Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Et Asma et puis Mariam, si elles veulent, elles peuvent ouvrir leur caméra si elles sont pas trop intimidées par effectivement la diffusion en direct. Et le reste, bon, libre à elles de venir peut-être après. Je n'impose rien. Je laisse à leur professeur de piloter tout ça. Comme elles le sentent. Là, c'est vrai que moi, je les vois pas, mais elles sont là. Après, Oui, elles sont là. J'ai vu Asma et Mariam sont là, donc elles sont tout à fait aptes à venir si elles le souhaitent. Bon, moi, je les encourage. Ça fera plaisir. Ça nous fera plaisir aussi de les voir parce qu'on les a vus partir, mais Justement. pour le reste, on ne sait plus où ça en est. Mais après, bon, voilà, de montrer un petit peu leur tête. Bon, en tout cas, Jessie, merci de nous avoir rejoints, d'avoir déjà accepté l'invitation à ces webinaires. Voilà, donc deuxième journée aussi, dernier webinaire de la matinée. Encore 3 cet après-midi, avec une thématique un petit peu chère à Djibouti, à nous également, puisque voilà, je sais que l'archéologie est un domaine très particulier, très soutenu aussi au niveau de l'ambassade de France. Jessie, vous êtes pas nouvelle sur Djibouti, vous avez effectué plusieurs missions et vous êtes aujourd'hui en suivi de Mariam et de Asma, donc deux étudiantes en M1 et M2. Alors plus précisément, j'ai oublié l'intitulé de leur formation, mais c'est je pas vraiment l'évoquerai. voilà, vous l'évoquerez. L'idée voilà, de cette présentation aujourd'hui est de présenter donc une formation très spécifique liée donc à l'archéologie, liée au domaine de l'art, de l'histoire, avec donc une spécialiste en la matière qui a plus que pignon sur rue dans ce domaine-là, pour pouvoir permettre aux étudiants d'avoir des informations quand même extrêmement pertinentes sur ce que c'est qu'une formation en archéologie, qu'est-ce qu'on peut en faire, où est-ce qu'on peut en faire, est-ce que, tout le domaine, l'environnement, l'écosystème qui est lié à ça. Voilà, c'est pour nous très important puisqu'effectivement on a un public très vaste qui va du lycéen jusqu'à des chercheurs, jusqu'à des universitaires, des chercheurs enseignants, des doctorants, des docteurs, des postdocs. Donc voilà, là, la palette est très très large, mais rien de mieux qu'une spécialiste aujourd'hui en la matière. Donc avec vous, Jessie Collier. Donc je vous laisse bien évidemment la main sur la présentation. On a une Alors, bonne je heure vais devant nous. essayer de partager mon écran. Alors, Pas de souci. Alors je vais déjà fermer la présentation. Voilà, donc on est moins toutes nos bobines. Je vous laisse après le reste. Si vous voulez que je vous aide ou quoi. Non, c'est bon. Non, c'est bon. ça marche? Impeccable. Voilà, bon, je peux couper l'écran et je suis spectateur. Je vous laisse. C'est vraiment bien fait le système. Oui, pour ça qu'on tombe bien avec. Non, franchement, c'est parfait. Alors, merci Philippe pour m'avoir proposé de participer à cet événement. C'est une première pour moi. Je n'avais jamais fait ça, donc de présenter finalement le projet à un public très divers. Donc, c'est très intéressant aussi comme exercice et ça me fait toujours plaisir de diffuser les travaux qu'on mène en collaboration avec Djibouti sur l'archéologie et le patrimoine d'un pays assez exceptionnel. Donc, pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Jessie Colliez, je suis chargée de recherche au CNRS. Donc, chargée de recherche, ça veut dire chercheur. J'ai fait de longues études supérieures. Je suis docteur en sciences humaines et sociales. J'ai fait mes études à Besançon, dans le nord-est de la France, et aussi à Aix-en-Provence ensuite, où j'ai fait mon doctorat. Et j'ai fait un post-doctorat ensuite en Italie, en Belgique, et j'ai été recrutée ensuite au CNRS à Toulouse, où il y a un très important laboratoire de recherche en archéologie diachronique, et avec un pôle particulier, le pôle histoire et archéologie africaine, donc qui m'a conduit justement à m'orienter vers la ville de Toulouse.
Pendant mes recherches universitaires, j'ai fait surtout des travaux sur la Méditerranée, sur l'archéologie préhistorique en Méditerranée, mais en même temps, en parallèle, parce que j'ai été sollicitée par le professeur Xavier Gutters, que peut-être certains d'entre vous connaissez ici, a fait aussi de nombreuses recherches en archéologie, a été d'ailleurs un des principaux acteurs de l'archéologie dans le pays, m'a sollicité pour faire des études complémentaires, notamment sur la poterie de Djibouti. C'est comme ça que j'ai développé deux aspects, deux profils scientifiques, et qu'aujourd'hui, bien, je mène les deux de front, à la fois la Méditerranée et à la fois donc les études sur la Corne de l'Afrique en général et sur Djibouti en particulier. Donc du coup, on m'a demandé d'intervenir parce qu'en effet, nous avons deux étudiantes avec nous depuis septembre, donc Mariam Abdulkader et puis Asma Youssouf Aden, qui sont arrivées ici pour faire un Master 1 et un Master 2 sous ma direction. Et donc, l'idée, c'était de vous présenter en effet cette filière un peu particulière qu'est celle de l'histoire et de l'archéologie, que l'on peut étudier en France, mais qui peut porter sur différentes zones du monde et en particulier sur la République de Djibouti. Alors, je me suis dit que beaucoup ne connaissaient pas Toulouse. Donc, où se trouve en ce moment Mariam et Asma? Eh bien, à Toulouse. Donc, je vous ai fait une petite présentation de la ville. C'est une ville particulièrement agréable qui est connue pour plein d'autres choses que la recherche. Sa place du Capitole en haut à gauche, sa basilique Saint-Cernin au milieu, le stade toulousain, le rugby. Il n'y a pas que le foot. Il y a aussi... à Toulouse, oui. Il y a aussi du rugby. On a aussi la chance d'avoir de grands artistes qui se sont installés à Toulouse, et notamment des artistes qui ont porté, là en bas à gauche ici, un grand projet créatif qui s'appelle la Halle des Machines. Ce sont de grandes machines qui sont en fait articulées avec des méthodes de pointe. Et puis à Toulouse, c'est aussi la vie au bord du canal du Midi et la vie nocturne assez sympathique, avec une ville très très belle. On parle de la ville rose parce qu'elle est faite de briques roses pour l'essentiel. Donc, si vous avez des questions, je pense qu'on verra à la fin. Hein. Oui, puis ça va, faites votre présentation, pas de souci. Je continue. Donc, du coup, Toulouse, c'est une ville capitale. C'est une ville capitale de la région Occitanie, en France, qui se situe donc dans le sud-ouest de la France. Vous la voyez ici. Elle est proche, elle a comme originalité d'être proche de l'Espagne, proche de la mer Méditerranée, pas si loin non plus de l'océan Atlantique, donc très ouverte sur l'extérieur. Et à l'échelle nationale, c'est la 4e ville de France, car elle comporte 1,3 million d'habitants. Elle est connue comme étant un pôle de compétences dans lequel la région où à l'échelle nationale, beaucoup d'investissements sont faits, avec 5 milliards d'euros qui sont investis chaque année justement dans l'innovation, la recherche et la créativité. Et elle est classée 4e au rang, ça c'est important, du classement ICCA, qui est en fait un classement sur les congrès. C'est-à-dire qu'en fait, il fait bon vivre à Toulouse, mais il fait bon aussi de faire des congrès, des manifestations scientifiques, parce que c'est une ville qui sait organiser de grandes manifestations. C'est aussi une capitale innovante, parce qu'en effet, vous avez vu mon super PowerPoint. Il est génial. C'est donc quand même la ville qui a vu la création du Concorde, cet avion magnifique, supersonique, l'A380. Je ne sais pas si c'est celui qui nous mène à Djibouti, mais enfin l'A380 quand même. Voilà. Et puis plusieurs satellites qui sont créés à Toulouse, parce qu'en fait Toulouse c'est une capitale en aérospatiale, connue à l'échelle mondiale. Et c'est un berceau sur plein de technologies, de différentes technologies, de la nanotechnologie en médecine. Donc voilà, un superbe spot pour faire des recherches, pas seulement dans le domaine de l'histoire de l'art et de l'archéologie. Il y a surtout une grande offre au niveau justement de la formation en école spécialisée justement en ingénierie dans le cadre des universités, puisqu'il y a plus de 120 000 étudiants. Donc c'est une ville étudiante, c'est une ville jeune, et je pense que Mariam et Asma pourraient le confirmer. Donc c'est une ville très jeune, très dynamique, qui dispose de nombreux étudiants, mais aussi de nombreux chercheurs, avec 20 000 chercheurs référencés. C'est, comme je vous l'ai dit, la capitale de l'aéronautique et la capitale aussi européenne du spatial,
quand il y a une fusée qui décolle, il y a forcément le centre, le CNES de Toulouse, qui gère aussi une partie de ces grandes actions. Donc, elle est de réputation mondiale, avec de très nombreux laboratoires de recherche sur de multiples domaines différents. Et c'est une capitale vivante parce qu'en effet, on a plus de 2000 ans d'histoire, avec donc des fouilles archéologiques dans la ville qui ont montré qu'on avait des occupations à l'époque antique, mais en même temps aussi même plus anciennes, dès la préhistoire. On a 50 monuments historiques, donc c'est une très très jolie ville avec de vieux bâtiments, et donc 3 sites qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme la basilique Saint-Cernin et son canal du Midi. Donc, pour vous remontrer comme c'est beau Toulouse, le canal du Midi, le quai des Savoirs, qui est une super institution où, en fait, pour les jeunes et les adolescents, il y a plein de manifestations. C'est une sorte de musée scientifique très intéressant. La Fondation Bangbert, c'est pour des œuvres d'art contemporaines et modernes. Et là, la Halle des Machines dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis, autre fait notable, parce que moi, je trouve que c'est super important de le dire pour nos collègues djiboutiens, Toulouse, c'est une capitale de la santé. Il y a le siège de l'Oncopole, donc c'est un énorme campus unique en Europe qui rassemble 2200 chercheurs spécialistes dans la santé, 8 hôpitaux, 9 cliniques, 110 entreprises autour en particulier de la question du traitement des différents cancers. Donc, c'est très important à Toulouse. La partie médecine est réputée aussi à l'échelle européenne. Donc, voilà pour la présentation un petit peu de la ville. J'espère que ça vous a déjà donné envie de venir. Mais alors, autre chose, c'est aussi pour ça que je suis là. Toulouse, c'est un pôle universitaire d'excellence dans différents domaines. Donc, vous l'avez compris, la médecine, l'aéronautique, mais aussi l'économie, parce que j'ai oublié de vous le dire, mais on a un prix Nobel de l'économie qui en fait, est présent sur Toulouse. Mais c'est aussi un grand pôle universitaire dans le domaine des sciences humaines et sociales. Alors, l'université m'a passé un petit film que j'ai envie de vous montrer. Et alors, si j'y arrive, alors là, vraiment, c'est magnifique. Non, mais pas de souci. Je vais voir si je fais ça, il se passe quoi. Recharger la page, je vais essayer. Donc, c'est un petit film qui va vous présenter justement l'université, donc Toulouse Jean Jaurès, où je travaille et où sont inscrites actuellement Mariam et Asma. Ok. D'accord. Alors, j'essaie. Sinon, ce que je peux vous proposer, parce que là, peut-être ça va renvoyer, c'est on finit le diaporama et après, donc, vous lancerez le lien sur Google ou Mozilla. Et puis à ce moment-là, on fera sur un partage d'écran, ça sera peut-être plus. Ok, très bien. Alors, donc, je peux juste vous dire sur ce que va vous dire ce petit film, mais vite fait, c'est que donc en effet sur l'université de Toulouse Jean Jaurès, c'est qu'elle rassemble 30 000 étudiants sur les 120 000 dont je vous parlais. Donc, des étudiants qui vont pouvoir travailler dans différents instituts. Donc, pour ce qui me concerne, c'est l'institut, c'est l'histoire de l'art et l'archéologie, c'est le département. Mais après, il y a aussi l'UFR langue, littérature, civilisation ancienne. Il y a celui qui porte sur la philosophie, un centre où on peut apprendre les méthodes de la traduction et de l'interprétation. Il y a un centre du monde anglophone. Il y a un centre sur la psychologie. Donc, en fait, si vous êtes intéressé dans tous ces domaines, psychologie, sociologie, ethnologie, archéologie, langue, études des civilisations anciennes, ça se passe sur le pôle de Toulouse Jean Jaurès, puisqu'il y a donc à Toulouse plein d'autres universités, comme l'université Paul Sabatier, où là, ça sera plutôt médecine. Donc, je vous montrerai le petit film après. Et au sein donc, de cette université, il y a ce qu'on appelle la maison de la recherche. Donc, il faut imaginer un campus avec de nombreux bâtiments qui sont destinés donc, à l'enseignement, mais aussi à la recherche. Et donc, on trouve sur ce campus ce qu'on appelle la maison de la recherche et qui, elle, va rassembler en fait justement les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les ingénieurs de recherche qui vont travailler notamment dans le domaine de l'archéologie et ce, au sein d'un laboratoire, le laboratoire TRACE, dont je dépends moi-même. Donc, TRACE, c'est le laboratoire qui se nomme Travaux et recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés. Et en plus donc de ces chercheurs
professeurs, maîtres de conférences, ingénieurs de recherche, techniciens de recherche, eh bien, il y a toute la partie du monde étudiant qui est présente, avec des étudiants qui ont le droit d'être présents en fait dans les locaux et d'utiliser ces locaux dès le master. Ce qui fait que donc dès la 4e année à l'université, ce qui fait que donc on retrouve Mariam et Asma qui sont aujourd'hui donc dans cette maison de la recherche, qui peuvent utiliser les espaces pour leurs études, donc les masters, le master 1, le master 2 et bien sûr tous les doctorants et post-doctorants. Donc c'est un laboratoire, le laboratoire Trace, qui a plusieurs tutelles, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas seulement du CNRS. Donc le CNRS, chez nous en France, c'est l'équivalent chez vous à Djibouti du CERD. Hein. Donc nous, le CNRS, c'est le Centre national de la recherche scientifique. Et dans ce CNRS, on va avoir des instituts comme vous avez l'IRA pour l'archéologie ou d'autres instituts pour tout ce qui est géohydrologie, etc., etc. Bon, bien nous, on a l'INE, c'est l'Institut national de l'écologie et de l'environnement. Donc c'est au sein de l'INE, dans le CNRS, que nous faisons la recherche archéologique à Toulouse. Et comme le laboratoire ne fonctionne pas qu'avec des chercheurs dans la recherche fondamentale, mais est ouvert sur le monde de l'enseignement et de la formation, il a aussi pour tutelle l'Université Toulouse Jean Jaurès, le ministère de la Culture, le HESS, que vous connaissez peut-être, c'est l'École des hautes études en sciences sociales en France, Toulouse Métropole et l'INRAP. L'INRAP, c'est l'Institut national de la recherche en archéologie préventive. C'est un autre système de réalisation de la recherche archéologique, mais à l'échelle nationale. Et ça, je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc, je vous présente mon laboratoire, qui est donc aujourd'hui le laboratoire dans lequel travaillent Mariam et Asma. C'est donc un labo qui est divisé en plusieurs équipes de recherche, parce que l'archéologie qui est traitée est une archéologie diachronique, c'est-à-dire qu'on étudie autant les périodes les plus anciennes de la préhistoire, jusqu'à des périodes récentes, c'est-à-dire modernes, voire contemporaines. C'est la raison pour laquelle on a une organisation de ce laboratoire en équipe, avec donc des équipes qui vont être orientées sur l'étude des chasseurs-cueilleurs, donc les périodes les plus anciennes de la préhistoire, l'équipe, on va dire, néolithique, celle où on devient agriculteur-éleveur, et ça, c'est une équipe que je dirige moi-même avec ma collègue Claire Manin, une équipe plutôt orientée sur l'Antiquité, une autre sur l'époque médiévale, et puis on a des équipes spécialisées sur justement l'histoire et l'archéologie africaine, avec un des membres éminents qu'il faut citer, c'est François-Xavier Fauvel, qui fait donc partie de notre laboratoire et qui est aujourd'hui aussi professeur au Collège de France, qui est une institution absolument remarquable en France et qui dispose de la première chaire sur l'histoire et l'archéologie africaine dans ce Collège de France. Et ensuite, on a des équipes plus spécialisées qui traitent de tout le domaine artistique que l'on peut retrouver dans le passé, hein, donc tout cet art sur les parois, et puis une équipe sur la géoarchéologie, c'est-à-dire qui vise à travailler sur la description des paysages anciens. Ça va ? Très bien. Très intéressant. Donc, c'est un laboratoire qui a une forte attractivité, puisque 200 membres en font partie aujourd'hui, avec une augmentation des effectifs qui ne cesse de s'opérer, puisque entre 2014 et 2019, on a eu 30% de chercheurs ou d'étudiants qui ont demandé notre laboratoire en plus. Donc, c'est un laboratoire très réputé à l'échelle nationale. Et qui a comme particularité, et ça c'est très très important, c'est de disposer d'une plateforme archéosciences. Donc ça c'est aussi unique en France, c'est qu'on a réussi, en répondant à des appels à projets il y a de ça 5 ans, à obtenir quelques millions d'euros quand même, c'est pas anodin, pour constituer au sein de nos locaux des plateaux techniques qui permettent d'étudier tous les mobiliers archéologiques. Hein. Donc, quand on fait des fouilles archéologiques, on va sortir de terre des restes de maisons, des restes de poterie,
On va sortir toute une série d'objets du quotidien qui peuvent dater de très très loin ou plus récents. Et bien sûr, tous ces objets, il faut les étudier. Et donc pour ça, on a des salles qui sont complètement dédiées dans le cadre de cette plateforme Archéosciences. Et c'est véritablement un laboratoire de pointe pour analyser tous les vestiges archéologiques sortis de terre. Alors là, je vous ai mis quelques images de ces salles. Donc ce sont de grandes salles, très très bien équipées, qui en fait ont la possibilité on peut stocker les vestiges archéologiques, on peut les étudier, on les étudie avec des méthodes de pointe, on a tout plein de systèmes en microscopie, on peut faire des analyses chimiques sur les objets, et puis on a aussi tout ce qu'il faut pour étudier les sites archéologiques eux-mêmes, avec tout un domaine très innovant, c'est celui de la géomatique. Donc c'est-à-dire quand on va sur des sites archéologiques, on va pouvoir faire l'étude de leur répartition spatiale avec des caméras spéciales, on a plein de drones, ce genre de choses. Donc on est un laboratoire aujourd'hui qui est vraiment à la pointe à l'échelle nationale mais même européenne sur l'étude des sites archéologiques et des vestiges archéologiques eux-mêmes. Et c'est un laboratoire qui est très ouvert sur l'extérieur. Donc là, c'est à la fois à l'échelle nationale. Ça, c'était des illustrations qui montrent que le laboratoire Trace au sein de ce campus universitaire travaille avec de nombreuses autres structures de recherche en France, mais aussi à l'étranger. Vous voyez, Djibouti est ici, vous le voyez, le petit point sur Djibouti, donc avec de nombreuses collaborations effectives, en particulier avec le continent africain. C'est aussi un laboratoire où les chercheurs présents dirigent de nombreuses opérations archéologiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas que des personnes qui vont intervenir sur des sites archéologiques, ce sont des personnes qui vont elles-mêmes diriger des programmes de recherche en France et à l'étranger, qui vont être soutenus par le ministère de la Culture français, quand c'est en France, et par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, avec lequel on travaille à Djibouti, qui viennent, donc ces deux institutions, soutenir nos recherches. Et c'est aussi un laboratoire qui publie énormément. Donc c'est très important de le souligner quand on est étudiant justement dans ce laboratoire, très tôt dans la recherche, on incite nos étudiants à commencer à rédiger des articles sur leur domaine de recherche. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle notamment Asma a déjà participé à 2 publications dont je vais reparler ensuite. Donc beaucoup de publications dans différentes revues scientifiques spécialisées, mais aussi des ouvrages grand public. Et autre fait important dans ce laboratoire Trace, c'est la capacité à avoir ses propres collections éditoriales, notamment une revue qui s'appelle Paléthnologie et une autre revue qui s'appelle Archéologie du Midi médiéval. Donc ça, c'est aussi une force du laboratoire, c'est de publier, d'avoir son propre soutien à l'édition et à la publication d'articles. Et enfin, autre chose très importante, c'est que quand on fait de la recherche, notamment sur l'histoire du passé, il est très important de transmettre cette recherche. Ça ne sert à rien de garder les choses pour soi. Donc, on nous incite énormément, et les chercheurs, étudiants, enseignants-chercheurs, à diffuser dans différentes manifestations. Ça va être dans des colloques, bien sûr, mais aussi à la radio, au sein de différents reportages télé, donc dans différentes formes de médias et aussi sous la forme d'animation. On est très souvent sollicité pour intervenir dans des musées pour présenter les recherches archéologiques réalisées au sein du laboratoire Trace à l'échelle nationale et internationale. Et enfin, mais c'est très important, puisqu'on est là pour ça, c'est le monde des étudiants. La place donnée aux doctorants au sein de ce laboratoire est fondamentale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a un étudiant en doctorat chez nous, il a des droits et des devoirs. Des devoirs, c'est de travailler, d'être régulièrement présent, de répondre aux sollicitations justement de publication, de communication. Et des droits, ils ont la chance de pouvoir bénéficier, quand ils sont inscrits chez nous, de bourses
qui leur permettent une mobilité temporaire. S'ils ont des études à réaliser dans des musées en France ou à l'étranger, ils ont des bourses complémentaires à celles dont ils peuvent disposer. La majeure partie des fonds dont on dispose dans nos équipes de recherche leur est dédiée. S'ils veulent communiquer dans des colloques, ils sont pris en charge. Ils ont des bureaux individuels et s'ils ont des besoins, par exemple en informatique, ils sont aussi subventionnés. Donc on a aujourd'hui, sur les 5 dernières années, on avait 110 doctorants. Donc les thèses, elles sont soutenues petit à petit. On a toujours une dizaine de thèses soutenues dans l'année. Un taux d'abandon relativement faible à l'échelle nationale et des thèses qui durent autour de 5-6 ans. Donc, il y a des doctorants, mais on a aussi des masters, et c'est pour ça que Mariam et Asma sont avec nous, parce qu'en fait, justement, on a une vraie interrelation entre le monde de la recherche et le monde de la formation universitaire. Donc, quand en fait, on vient travailler à Toulouse sur l'histoire de l'art et l'archéologie, on peut travailler dans 4 masters différents. Un master qui s'appelle Art, Société, Environnement de la préhistoire et de la proto-histoire Europe-Afrique. C'est dans celui-ci que sont inscrits Asma et Mariam, un master sur les mondes anciens, un master sur l'étude médiévale et un master Atrida qui, lui, est plutôt professionnalisant. C'est-à-dire, si vous n'avez pas envie de faire de longues études dans la recherche fondamentale, vous pouvez faire le master Atrida qui, lui, qui vise en fait à vous former plus directement sur la fouille stricto sensu, l'acquisition des données pendant que vous faites des fouilles archéologiques et le traitement de ces données. Donc, quand vous faites le master Atrida, vous pouvez prétendre après à des recrutements au sein notamment des entreprises en archéologie ou notamment au sein des musées, par exemple. Et donc, pour l'ensemble de ces masters, nous, chercheurs, enseignants-chercheurs, intervenons régulièrement et donnons des cours dans le cadre de la formation que suit, par exemple, en ce moment, Mariam et Asma. Donc voilà, petite présentation de nos étudiantes, j'y arrive. Donc Mariam Abdelkader, qui a commencé ses études en France il y a un certain temps et qui avait commencé à faire donc un master sous ma direction, master 1, qui est aujourd'hui donc étudiante, boursière Campus France, donc de l'ambassade de France, que je remercie encore aujourd'hui, et qui est aussi en parallèle donc technicienne de recherche au CERD, et notamment au sein de l'Institut de recherche archéologique et historique de Djibouti. Donc Mariam, elle est en master 1, elle suit des cours tout le premier semestre qui porte sur l'histoire et l'archéologie, à la fois des données généralistes, mais aussi beaucoup de séminaires et beaucoup de cours sur les méthodes et les techniques de l'archéologie. Et en parallèle, elle a un sujet de recherche qui traite en particulier de l'artisanat potier produit dans la région du lac Abbé, non loin de Dikil, dans le bassin du Gobad, où de nombreux sites archéologiques sont présents, datés de la préhistoire. Et son travail, c'est de décrire ces productions potières avec toutes les méthodes et techniques que cela implique, et d'en proposer une lecture anthropologique sur l'histoire des populations passées de la République de Djibouti. Nous avons aussi donc, Asma Youssouf Adan, qui a déjà un Master 1 qu'elle a réalisé à Poitiers, au laboratoire Paléoprime, qui est donc un laboratoire plutôt porté sur la paléontologie animale, donc sur les très 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 vieux animaux, et qui est aujourd'hui, parce que justement elle avait déjà un Master 1, recrutée au CERD en tant qu'assistante de recherche. Elle est également boursière de l'ambassade de France, et je remercie de nouveau mes collègues de Campus France pour les soutenir. Alors, Asma, excusez-moi, ça fait du bruit. Là, pas de problème, pas de problème. Il faut que je fasse quelque chose. Les enfants qui me court-circuitent. Voilà. Oui, donc voilà. Donc en fait, alors Asma Youssouf Adan, elle fait un Master 2 bibliographique.
Alors, le but, c'est de poursuivre dans l'idéal en thèse. Ensuite, c'est le désir d'Asma. Donc, du coup, elle a un Master 1. Il faut qu'elle valide donc son Master 2 pour ça, avec un haut niveau. Ça, c'est important de le dire. On attend de nos étudiants de nationalité française, d'une nationalité étrangère, un haut niveau au moment de la validation de leur master, sans quoi ils ne peuvent pas passer en thèse ensuite. On passe devant des commissions spécialisées. Et donc, le travail d'Asma est notamment de caractériser toute cette architecture exceptionnelle que l'on retrouve toujours autour du lac Abbé, qui prend la forme de tumulus, c'est-à-dire de gros ensembles d'amas de pierres qui sont anciens, ces ensembles, qui ont pu servir de sépulture pour des populations avant l'installation de l'islam dans la région, et dont on cherche justement à comprendre s'il s'agit de leur nécropole, s'il s'agit de monuments pour marquer le territoire, ce genre de choses. Donc, avant de travailler véritablement sur les sites eux-mêmes dans le bassin du Gobad autour du lac Abbé, eh bien, Asma a pour objectif, dans son Master 2, de faire un travail bibliographique sur qu'est-ce que l'on sait justement du monumentalisme funéraire durant la préhistoire, comment on étudie ce type de gros monuments funéraires en Europe, à l'échelle de l'Est africain et plus largement sur le continent africain. Et donc pour ça, eh bien, son travail est bibliographique, c'est-à-dire qu'elle doit être dans la bibliothèque universitaire de Toulouse, dans la bibliothèque spéciale de notre labo, faire des recherches sur Internet et produire eh bien, à la fin l'équivalent d'un très bon article sur le monumentalisme funéraire djiboutien et plus largement est-africain, et acquérir toutes les compétences pour ensuite les étudier véritablement, ces vestiges, quand elle sera en République de Djibouti dans le cadre de sa thèse. Et enfin, on a une troisième personne qui n'est pas encore arrivée, mais qui est programmée et qui sera certainement soutenue, comme on avait longtemps parlé plusieurs fois avec nos collègues justement de Campus France. Il s'agit d'Ibrahim Osman Ali, qui lui n'a pas le niveau universitaire pour justement prétendre à une inscription en master. Il est pour autant technicien de recherche au CERD, et lui, l'objectif d'Ibrahim Osman Ali, c'est de se parfaire sa formation en archéologie préventive, c'est-à-dire il va venir au printemps prochain dans la région toulousaine, et il va alors travailler sur plusieurs sites archéologiques en cours de fouille par des équipes françaises qui vont lui apprendre à fouiller les sites archéologiques dans différents environnements, grottes, habitats de plein air, et avec différentes méthodes pour que lui-même puisse ensuite refaire revenir à Djibouti ses compétences et lui-même ensuite former les personnes sur place. Donc voilà les trois personnes qui sont, il faut le dire, avec lesquelles moi-même je travaille depuis plusieurs années déjà, et qui sont présentes sur les fouilles archéologiques que je dirige en République de Djibouti. Et j'en viens à présenter le programme de recherche qui fait finalement que Mariam, Asma ou Ibrahim travaillent justement, nous travaillons en collaboration entre le CERD et les différents instituts de recherche français. Donc c'est un programme qui porte sur la caractérisation finalement de l'histoire passée de la République de Djibouti, et en particulier sur l'histoire qui voit le moment où nous sommes des chasseurs-cueilleurs. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez de cela, mais à un temps, nous avons été chasseurs-cueilleurs, et au moment où nous commençons à devenir des agriculteurs ou des éleveurs. Eh bien, en archéologie préhistorique, on parle de néolithique, et donc le programme de recherche que je dirige depuis de nombreuses années à Djibouti est un programme sur cette transition qui voit l'émergence du néolithique. Alors, c'est un programme justement qui est d'abord aidé, autorisé par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, et donc qui nous soutient, et bien sûr un programme qui est autorisé avant tout par l'Institut de recherche archéologique et historique de Djibouti, donc par l'IRA, dirigé aujourd'hui par Salah Zakariatchek, avec lequel nous travaillons en collaboration et qui permet, soutient et entretient bien ce travail. C'est aussi un programme de recherche qui a un label assez intéressant en France. C'est le label SIG, c'est-à-dire Site d'études en écologie globale. C'est parce qu'il ne s'agit pas seulement de faire de l'archéologie et de décrire l'histoire des populations passées. Il s'agit aussi de décrire le paysage
les climats, la biodiversité animale et végétale dans lesquels évoluaient les populations passées de Djibouti. Donc il y a une grande partie des chercheurs qui ne sont pas seulement des archéologues, mais aussi des géologues, des climatologues, des spécialistes en biologie ancienne et qui viennent en fait nous dire qui étaient les personnes, quel était l'environnement dans lequel évoluaient les populations. C'est un programme qui est très largement soutenu par l'ambassade de France en République de Djibouti. Et ça, c'est très important de le dire parce que pour travailler dans d'autres pays du continent, eh bien, on n'a pas toujours le soutien espéré, attendu, mais parce qu'elles n'en ont pas forcément les moyens. Bon, là, on a la chance avec donc Stéphane Gallet, le conseiller à la coopération à l'action culturelle, Philippe Krizwanski, eh bien, de pouvoir en fait avoir un soutien à la fois directement dans le domaine de la recherche, donc sur place, mais aussi dans la suite, c'est-à-dire la formation des acteurs djiboutiens de la recherche archéologique. Ensuite, c'est un programme qui a aussi la chance de disposer de différents mécènes, des mécènes français, l'Institut des déserts et des steppes, qui est dirigé par Yves Coppens. Je ne sais pas si vous savez qui est Yves Coppens, mais c'est celui qui a trouvé Lucie, l'australopithèque la plus connue en Éthiopie. Donc, on a la chance d'avoir ce mécénat. Et puis, depuis cette année, on a aussi un mécénat avec la BCI, Mer Rouge, donc la Banque du commerce et de l'industrie, qui soutient également toutes les recherches menées sur le patrimoine à Djibouti. Et ça fait formidable d'avoir des grandes entreprises comme celle-ci djiboutienne qui ont compris l'intérêt d'étudier, de valoriser, de conserver le patrimoine. Et enfin, c'est un programme qui est conventionné avec le Centre français des études éthiopiennes. Donc, c'est pour dire que Djibouti est ouvert aux pays de la Corne de l'Afrique, puisqu'on travaille aussi avec l'Éthiopie. Et il rassemble donc ce programme 29 chercheurs, assistants-chercheurs, doctorants, post-doctorants, donc français, à l'international et djiboutiens, bien sûr. Donc, je vais essayer de vous le présenter, mais rapidement, parce que je ne suis pas sûre que ça soit forcément l'idée. Bon, c'est pour vous dire que qu'est-ce qu'on fait justement à Djibouti quand on travaille sur l'archéologie préhistorique? Eh bien, on se pose des questions sur comment s'est passée cette transition entre les derniers chasseurs-cueilleurs et les premiers producteurs de nourriture, qui constitue dans l'histoire de l'humanité un grand moment clé, hein, parce que quand on commence à se positionner avec un troupeau, quand on commence à élever un bétail, c'est aussi le moment où on se stabilise dans l'espace, et c'est la raison pour laquelle on va avoir les premiers villages qui vont émerger au moment du néolithique à l'échelle mondiale, j'entends, les premières aussi innovations techniques qui sont en rapport avec le fait qu'on se sédentarise, c'est-à-dire qu'on s'installe sur place en village, avec les poteries, l'artisanat potier qui va donc exploser, dont on va se servir pour stocker les nouvelles denrées, tous les systèmes avec les haches polies, hein, vous avez peut-être vu en cours les silex taillés, on a aussi des haches polies qui, elles, vont permettre de couper les arbres et de faire justement les premiers villages. Et puis, bien sûr, quand on commence à avoir des ressources qu'on stocke, parce qu'on devient néolithique, qu'on est éleveur, qu'on est agriculteur, qu'on a des champs et des denrées, c'est aussi le début des premiers conflits à l'échelle mondiale, donc avec les populations qui sont détentrices de ressources et celles qui n'ont pas réussi à stocker. Et donc, on a une sorte de complexification sociale, technique, économique qui s'opère au moment précis où on devient agriculteur-éleveur. Et c'est ce moment précis qu'on documente justement à Djibouti. On a à l'échelle de la Corne, et c'est ça qui est très très intéressant, quand on se pose cette question de quand est-ce que les populations deviennent éleveurs ou agriculteurs, on a des dates très différentes. On va avoir des choses qui s'opèrent au Soudan, ce changement est très ancien, 7000 ans avant notre ère, et puis au Kenya, 3000 ans avant notre ère, et à Djibouti, ça se passe précisément aussi au 3e millénaire avant notre ère. Donc le pays dispose d'un patrimoine archéologique autour de cette transition absolument fondamentale, et c'est d'ailleurs dans la République de Djibouti que ce phénomène transitoire est le mieux documenté aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que justement, il y a un programme de recherche franco-djiboutien qui existe dans la zone depuis plus de 40 ans aujourd'hui. Alors, je le dis et je montre des photos et je suppose que vous connaissez ces endroits. Hein. Donc, on a le fameux lac Abbé
que j'espère beaucoup avaient eu loisir de visiter parce que c'est assez exceptionnel. Et donc, c'est autour de ce lac Abbé, dans le bassin du Gobad, que le programme de recherche se développe. Donc, c'est un paysage exceptionnel de glacis basaltiques. Donc, c'est très volcanique, hein, Djibouti, donc des basaltes noirs. Et on a ces craies lacustres blanches qui nous montrent que le lac Abbé était très, très étendu auparavant. La relation entre nos deux pays, elle est historique. Elle est historique du fait, naturellement, de l'histoire de la colonisation, mais elle est historique après, puisque finalement, une fidélité est restée très marquée, ancrée entre nos deux pays. C'est la raison pour laquelle de nombreux chercheurs sont venus sous la sollicitation, je le dis, des chercheurs du CERD qui, dans les années 80, ont demandé en fait aux chercheurs français de venir participer à une évaluation de leur patrimoine archéologique dans le pays. Et c'est la raison pour laquelle Chavaillon, Jean Chavaillon, Claude Guérin, Denis Gérards, Roger Joussomme, Xavier Guthers, Sonia Armand, Françoise Gasse, donc différents chercheurs en archéologie, en paléontologie et sur les climats, sont venus travailler aux côtés des collègues djiboutiens sur la République de Djibouti. Et donc, ce qui est intéressant, mais je ne vais pas m'étendre, c'est que dans cette zone, on a donc ce fameux lac Abbé, et que le programme de recherche a pour grand intérêt de décrire la vie de ce lac qui n'a pas été toujours comme il est aujourd'hui, c'est-à-dire quasiment à sec, mais qui a été extrêmement étendu, très profond, riche en poissons, avec un paysage végétal extrêmement diversifié pendant les 20 derniers milliers d'années avant notre ère. Et c'est parce que justement, on avait cette zone très finalement attractive que les populations sont venues s'installer durant la préhistoire. Alors, parmi les objectifs de notre travail, c'est déjà de redécrire la vie de ce lac Abbé qui a disparu. Donc, avec les géologues, on va chercher les témoins de ce lac Abbé avec différentes formations géologiques présentes dans la zone. On va donc dire, bah, ici, il y avait le lac Abbé, là, il n'y est plus. On a des études en paléoclimatologie qui se font à haut niveau de résolution. Et bien sûr, on étudie bien les sites archéologiques qui sont présents dans la zone en une rare densité. Plus de 100 sites archéologiques sont présents aujourd'hui dans le bassin du Gobad, autour du lac Abbé, et qui permettent de décrire toute une période sur les 20 derniers milliers d'années. Ce sont ces sites que nous fouillons en collaboration donc, avec l'Institut de recherche archéologique et historique de Djibouti. Alors, les méthodes, ce sont celles de la fouille fine. Hein, on fait de la fouille, donc c'est pas évident, il faut être patient, il faut être précis. La fouille fine, la datation, avec différentes méthodes de datation sur le carbone 14, qui permettent de caler les sites et les occupations en chronologie. On étudie naturellement tout ce qui sort de ces sites archéologiques, les poteries, les parures. On va étudier aussi tous les restes de ossements animaux, et donc qui nous permettent de dire le climat à l'époque était sec, humide, chaud, frais, telle faune, des crocodiles, des hippopotames, des gazelles. Ça nous permet de proposer finalement un environnement dans lequel évoluaient les populations. Et bien sûr, on étudie tout l'artisanat potier. Et c'est là le travail notamment de Mariam, dont l'objectif, c'est de permettre de caractériser. Vous voyez les poteries, hein, elles datent de 3000 ans avant notre ère. Elles sont très décorées. Et dès le moment où les populations deviennent des éleveurs, ne sont plus seulement chasseurs-cueilleurs, sont encore pêcheurs au sein du lac Abbé. Ils introduisent l'artisanat potier, qui est un artisanat exceptionnel, extrêmement décoré, avec donc de différentes traditions. Et c'est là l'objectif du travail, notamment de Mariam, c'est de nous dire, de nous parler de cet artisanat, de nous parler des personnes qui avaient derrière la production de cet artisanat. On a aussi beaucoup d'obsidienne, c'est ce métal, ce produit lithique qui ressemble à du verre noir, volcanique, et qui nous montre qu'en fait, les populations qui vivaient autour du lac Abbé aux alentours du 3e millénaire avant notre ère, elles allaient chercher des blocs d'obsidienne jusqu'au-delà des frontières actuelles, en Éthiopie et même au Yémen, pour faire des outils qu'elles ramenaient ensuite à Djibouti. On a tout plein de systèmes de parures qui, là aussi, nous montrent des échanges avec notamment la mer Rouge. Donc, il faut s'imaginer qu'aujourd'hui, si vous allez autour du lac Abbé, vous avez l'impression que c'est quasiment désertique.
les populations sont revenues à un système semi-nomade parce qu'il n'y a plus trop le lac. Et pourtant, eh bien, on a des populations qui étaient à l'époque organisées en villages et très ouvertes sur l'extérieur et qui vivaient finalement de manière très dense. Et ensuite, on a des différents, bien sûr, monuments funéraires. Et c'est là le travail, cette fois-ci, d'ASMA. Donc, avec de grands cercles comme ça de pierre qui, lorsque l'on les fouille, peuvent correspondre à des nécropoles où ont été enterrés donc des centaines d'individus. Et c'est le travail d'ASMA à venir, c'est-à-dire d'aller sur place, une fois qu'elle aura fait son travail bibliographique, et de tenter de décrire, caractériser, donner une typologie de l'architecture de ces monuments, pouvoir les dater. Et c'est là donc son travail de thèse, si le Master 2 est de grande qualité, ce que je souhaite. Donc, enfin, je dirais que dans le GOBAD, et qu'on étudie aussi dans le cadre du programme, il y a tout un art rupestre, un art pariétal, qui correspond non pas à des peintures sur les parois, mais à des gravures qui datent de plusieurs milliers d'années, que l'on étudie aussi dans notre programme de recherche. Alors, puisqu'on est là pour parler de la collaboration, eh bien, il faut dire que ce type de travaux où on voit finalement une grande interdisciplinarité, des archéologues, des climatologues, des géologues, eh bien, ils gagnent aussi à être connectés entre eux à d'autres programmes de recherche. Et donc, il faut dire que Djibouti fait partie, le programme que je dirige a la chance d'être mené de front avec d'autres grands programmes de recherche, qui se situent notamment en Éthiopie, avec des collaborateurs du monde éthiopien, de l'université éthiopienne, des chercheurs éthiopiens et aussi des chercheurs d'autres laboratoires français. Et tous ensemble, notre objectif, c'est de décrire justement la préhistoire de la corne de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est pour vous montrer aussi à quel point travailler sur le patrimoine archéologique a aussi comme objectif la valorisation. On a la chance d'avoir désormais un site internet qui montre justement cette mission archéologique franco-djiboutienne, site internet qui est hébergé par le ministère de la Culture français dans leur rubrique Grand site archéologique. Si vous allez sur Internet et vous tapez Grand site archéologique, vous allez tomber sur le site du ministère de la Culture et vous verrez une trentaine de pages dédiées rien qu'à la recherche sur le patrimoine et l'archéologie à Djibouti. C'est aussi un programme de recherche qui publie énormément des articles dans différentes revues spécialisées, mais aussi des ouvrages grand public. Et ça, on en est assez fiers, puisqu'on l'a sorti cette année. Et pour vous montrer justement cette collaboration entre nos deux pays, eh bien, il a été édité par le CERD, imprimé aux imprimeries nationales de Djibouti. Et aujourd'hui, si vous cherchez donc un livre grand public qui vous présente l'archéologie de Djibouti, eh bien, il y a ce livre qui est co-signé par toute l'équipe, c'est-à-dire de chercheurs djiboutiens et français. Et pour finir, je crois que je suis dans le timing. Super. C'est juste pour vous dire aussi à quoi ça sert de venir faire des études en France autour de l'histoire et de l'archéologie à Djibouti. C'est participer à des grands défis qu'on s'est tous donnés ensemble avec l'Institut de recherche d'archéologie et d'histoire de Djibouti et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français. Eh bien, on a des grands défis et on espère vraiment les voir aboutir. Donc, des grands défis qui ont été en plus officiellement posés sur le papier au travers d'une convention qu'on a signée en grande pompe en mai dernier dans le cadre d'une mission réalisée à Djibouti. Donc, une convention qui dit qu'en gros, on doit déjà travailler au retour des collections archéologiques, puisque Djibouti a la bienveillance de nous laisser partir souvent avec une partie du mobilier archéologique en France pour études, ce qui permet notamment à Mariam d'étudier les poteries de Djibouti dans un des meilleurs laboratoires français en archéologie. Et donc, nous, on a pour objectif, on est mandaté par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de Djibouti, Nabil Mohamed, on est mandaté pour tout faire revenir au pays dans un centre de conservation et d'études auquel on a participé dans la création, les Français et les Djiboutiens, donc avec des salles, notamment au CERD, aujourd'hui pensées, prochainement aménagées, pour recevoir toutes les collections archéologiques, plus de 20 mètres cubes,
qui émane en fait de toutes ces missions qui ont été réalisées pendant ces 40 années de recherche dans tout le pays. Donc du coup, on a tout rapatrié dans le laboratoire à Toulouse, tout reconditionné, tout réinventorié grâce à des subventions de l'ambassade de France. Et c'est bientôt prêt à revenir à Djibouti dans de bonnes conditions de conservation et d'études, avec des salles liées à l'étude, une bibliothèque et des salles liées à la conservation. On espère voir émerger le musée national. Il y a des discussions autour de ce musée. Et là encore, le travail des chercheurs de ce programme et des étudiants, c'est aussi de donner une matière à la création de ce musée, d'alimenter ce fonds muséographique qui permettra de décrire l'histoire et l'archéologie de Djibouti. C'est travailler aussi à la législation pour protéger un patrimoine exceptionnel. Le patrimoine djiboutien n'a pas à rougir par rapport à ses grands voisins que sont l'Éthiopie ou le Kenya, par exemple. Le patrimoine est exceptionnel et il faut le protéger. Et dans un pays qui voit l'urbanisation exploser, il est important de légiférer sur la protection de ce patrimoine. La formation des techniciens, assistants chercheurs, professeurs, en archéologie. C'est ce à quoi nous travaillons tous, notamment avec l'ambassade de France. Et le développement du tourisme, parce qu'il y a vraiment de quoi développer justement un tourisme raisonné, bien sûr, j'entends, ça c'est très important, de ce patrimoine archéologique. On avait dressé notamment une carte comme celle-ci, rien que pour le lac Abbé, qu'on a proposé dans un dossier d'expertise qu'on vous avait demandé pour le classement patrimoine mondial de l'UNESCO du lac Abbé, parce que Djibouti n'a pas encore à ce jour classer des zones, alors qu'il y a le lac Assal, il y a la forêt du Daï, il y a le lac Abbé. Et donc, on travaille justement à ce classement en collaboration avec Djibouti, pour vous dire que rien que sur la zone du bassin du Gobad, on a des sites exceptionnels en paléontologie animale, avec des vestiges d'éléphants, d'hippopotames à plus d'1,1 million d'années. On a des sites archéologiques comme vous les avez vus, mais il y a aussi toutes les populations qui vivent encore actuellement autour de ce lac et qui ont un artisanat à sauvegarder. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère avoir été complète et pas trop complète. Merci à vous. Non, je vais juste nous remettre un petit peu en visuel pour qu'on puisse vous revoir après ce magnifique diaporama extrêmement complexe, riche, bourré d'informations. Voilà, c'est un petit peu sur pourquoi je vous avais demandé d'intervenir sur ces journées virtuelles. Alors c'est vrai qu'il y a des liens très particuliers entre l'ambassade, le l'université, vous bien évidemment, puis tous les autres chercheurs, archéologues et enfin toutes les personnes qui ont depuis des années travaillé à Djibouti et qui travaillent encore d'ailleurs. Moi, je trouvais intéressant et pertinent effectivement de faire un focus, et un beau focus. Enfin, c'est vous qui avez fait le travail, bien sûr, mais de parler de ce que c'était que l'archéologie au sens large, justement le patrimoine de ce pays qui est plus que riche, plus qu'important. Il y a effectivement beaucoup de choses qui méritent d'être encore mises en valeur. Donc c'est pour ça que c'est important d'expliquer aussi aux étudiants à Djibouti qu'il y a des opportunités d'études, qu'il y aura de toute façon tôt ou tard des opportunités de recherche. On sait que le tourisme, vous en parliez ici tout à l'heure, que voilà, ce sont des choses. C'est un pays qui ne peut que se développer, que grandir encore. Alors effectivement, il faut qu'il grandisse dans les bonnes conditions, qu'il soit, aidé aussi par ses pairs, ses confrères, pour faire des choix cohérents, des choix qui permettront de préserver le patrimoine, de préserver tout ce qui va être archéologique, tout ce qui va être patrimoine historique, tout ce qui va être patrimoine même vivant, même la forêt du Daï par exemple, qui même si c'est une forêt primaire, est encore aujourd'hui là avec nous aujourd'hui. Donc pour moi c'était important de bien de vraiment faire une belle présentation sur ce domaine-là, avec effectivement le site de Toulouse Jean Jaurès, de Toulouse 2, qui offre un environnement adéquat, vraiment exceptionnel pour tous les étudiants ou étudiantes qui souhaitent faire un jour des études. Alors plus prosaïquement, si on revient donc à un contexte, parce que c'est un petit peu aussi le but de ce webinaire, par rapport donc au profil d'étudiants que l'université
pourrait rechercher. Bon, je sais que Asma et Mariam sont venus chez vous dans un cadre particulier et lié notamment au CERD, mais généralement, pour vous, si vous aviez des conseils à donner à, par exemple, aux lycéens de lycées français ou même des lycées de la République de Djibouti, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil pour faire commencer des études en archéologie? Quelles sont les motivations à avoir? Qu'est-ce qu'il faut comme passion, comme envie ou comme prérequis pour peut-être commencer déjà en licence avant de faire un master, et puis bien évidemment surtout en faire un doctorat, parce que c'est des études qui sont en règle générale très longues, et vous êtes un exemple particulier et magnifique en la matière. Alors je dirais qu'il faut avoir une certaine sensibilité à son passé, c'est-à-dire avoir une attirance justement pour ce qu'il y a eu avant soi-même. Et je pense que ça, c'est déjà ce qu'on ressent de manière peut-être intime, qui nous ferait s'orienter justement vers des études en histoire ou en archéologie. Donc de la curiosité, il faut être curieux. Et il ne faut pas forcément se dire je suis obligé de faire de grandes études et de longues études pour arriver à être archéologue. Aujourd'hui, on a les voies justement longues qui sont celles du doctorat et qui aboutissent à de l'enseignement ou de la recherche en université ou dans des institutions de recherche françaises ou étrangères. Mais on a aussi la chance d'avoir, et notamment dans nos parcours proposés en France, la possibilité de faire des études plus courtes, qui justement s'arrêterait. Donc, je pense quand même qu'il faut aller jusqu'au master. Et avec ce master, on peut être archéologue. C'est-à-dire, on peut avoir développé une spécialité chronologique, une spécialité géographique, et puis se dire, je m'arrête au master, j'ai acquis des compétences pour faire des fouilles archéologiques, j'ai acquis des compétences pour étudier des collections archéologiques et pour les traiter. Et dans ce cas-là, on peut tout à fait tenir un petit service d'archéologie. On peut travailler dans des musées pour valoriser le patrimoine archéologique. Donc moi, j'aurais envie de dire, et comme vous l'avez très bien dit, il y a vraiment, je pense, dans ce pays, à Djibouti, un volet qui va exploser sur le tourisme, parce que le pays est en train de mettre en œuvre des choses sur le tourisme. On voit des hôtels émerger, des voies, de la voirie qui se met en place. Enfin, il y a des facilités qui se mettent en place. Et je crois que j'avais lu que Djibouti avait 35 ou 40 000 visiteurs touristiques par an il y a peut-être 2 ou 3 ans, et qu'il y avait le désir de passer à plus de 100 000 dans les 5 prochaines années. Alors, moi, je dis oui, parce qu'en fait, évidemment, il faut faire attention que ça reste un tourisme raisonné et que ça ne devienne pas affreux, mais il y a vraiment de quoi travailler dans ce domaine-là. Et donc, qui dit développement du tourisme, dit développement des infrastructures qui vont permettre justement de proposer une description de cette histoire passée. Elle va de la préhistoire la plus ancienne jusqu'à des périodes très récentes. Et on a encore des populations qui ont des modes de vie traditionnels qui est intéressant de documenter. Donc, du coup, il est clair que quelqu'un qui a envie de travailler dans le patrimoine, aura, je pense, du travail à Djibouti entre les 5 prochaines années, parce qu'en fait, il va y avoir un musée. Je pense qu'il peut y avoir des petites structures. Rien que je vois les sites qu'on fouille autour de la zone, moi j'en ai déjà parlé, à un moment, il est évident qu'il y aura peut-être un mini musée de sites, vous voyez, où il y aura donc un gardien, quelqu'un qui fera les guides, ce genre de choses. Donc, il y a des choses à faire, et ça, c'est pour la partie touristique. Et puis, il y a celle sur laquelle se forment plus particulièrement, notamment Asma et Mariam, qui est celle de la recherche. C'est-à-dire que moi, je viens fouiller avec mes collaborateurs djiboutiens, mais le but, c'est qu'il y ait des véritables archéologues djiboutiens qui prennent totalement en main ce patrimoine, parce que là, nous, on fouille aujourd'hui des sites dans le bassin du Gobad, mais des sites archéologiques, il y en a des centaines, des milliers qui pourraient être fouillés sans forcément la présence française, hein, tout simplement. Enfin, voilà. Donc du coup j'ai envie de dire curiosité, être sensible à son passé, aimer le collectif. Hein. La recherche en général et l'archéologie, c'est la vie de chantier aussi, c'est aimer être sur le terrain,
Donc, c'est aimer le collectif et aimer aussi le côté un peu aventure, faut le dire. Voilà. Donc, bon, c'est vrai qu'en France, on a une très belle formation pour ça. Et il y a eu, il y a quelques années, la possibilité de donner des cours à l'université de Djibouti. Le professeur Xavier Guterres a longtemps eu une charge de cours. Donc en licence à la faculté. Ça a duré quelques années. Il faisait donc des heures de cours et il emmenait une partie des étudiants djiboutiens dans le Gobad, passer quelques jours sur les sites. C'était super. Et puis finalement, ça n'a pas été reproduit. Et on a essayé d'y travailler à rétablir ce contact avec l'université. Et on espère que ça aboutisse de nouveau, puisque moi, je l'avais déjà dit, mais je serais très heureuse de venir faire des sessions d'une semaine, 2 semaines sur l'archéologie à Djibouti, l'archéologie dans l'Est africain, l'archéologie en Europe, voilà, pour ouvrir justement un peu des vocations aussi, des vocations. Donc aujourd'hui, il y a quelques heures de cours qui sont données, mais on pourrait faire mieux. Là-dessus, on pourrait faire mieux. Voilà. Très bien. Oumalker, donc est-ce que, toi, de ton côté, tu as des questions? Donc Oumalker, qui est avec moi maintenant depuis un an et qui est ma collaboratrice, tu as des questions particulières à poser? Bon, j'avais un étudiant là qui demandait des précisions sur la géomatique. Maintenant, c'est vrai que vous en aviez parlé tout à l'heure un petit peu. Bon, c'est peut-être plus une spécialité éventuellement sur un master, mais qui, je pense, peut effectivement être utile sur quelqu'un qui demain. Bon, c'est assez souvent demandé. On a quelquefois des étudiants qui veulent faire que de la géomatique. Oui. Alors après, l'application dans l'archéologie peut effectivement y avoir des utilités, des repérages dans l'espace, etc. Mais c'est peut-être un domaine. C'est un domaine spécialisé, mais la formation, elle existe au laboratoire Trace. C'est-à-dire que si quelqu'un se dit je veux faire un master en géomatique, certainement on lui fera faire de la bibliographie d'abord pour avoir une culture générale globale, et puis son travail, ça sera de venir sur le terrain à Djibouti, d'arriver à obtenir quand même l'équipement. Donc bon, nous, notre laboratoire, justement, il permet de partir avec les équipements dans les pays. Donc de partir et de traiter des sites archéologiques. Par exemple, les sites que va étudier Asma concrètement quand elle va faire son recensement de toute cette architecture funéraire qui est dans le bassin du Gobad, il y a un moment de la géomatique, il en faudra des drones pour les photographier, pour les analyser, la photogrammétrie pour les enregistrer en 3D, et autant de choses qui permettent d'étudier, mais aussi de mettre en valeur. C'est ça qui est assez intéressant d'ailleurs dans cette voie de tout ce qui est géomatique, c'est qu'on étudie, mais aussi finalement on capte des images qui peuvent être super bien mises en valeur dans des musées sous la forme de petits films, ce genre de choses. Juste pour que je sois prêt, que je comprenne bien, dans les formations M1 et M2, donc les expertises à l'étranger sont incluses à la formation ou c'est encouragé? Comment ça se passe? Alors en général, les sujets de master qui incluent des études à l'étranger, ils sont bien calés en amont, justement, et ça en général en relation avec Campus France. C'est-à-dire que les étudiants qui viennent à l'université faire un master, comme notamment Mariam ou Asma, on est quand même bien accordé dès le départ sur la faisabilité des études, s'il y a des études de collection archéologique. Donc, la chance pour Mariam, c'est que son mobilier à étudier est en France. Donc, pour le moment, ça ne se pose pas. La chance pour Asma, c'est qu'il fallait faire un travail bibliographique pour ensuite aller à Djibouti étudier les sites. Mais par contre, moi, j'ai d'autres étudiants du Mozambique, du Cameroun, du Gabon, qui sont sous ma responsabilité, qui, eux, ont des masters où ils sont venus en France pour acquérir la compétence sur la préhistoire africaine en général, pour faire des bases de données, par exemple, traiter des mobiliers, mais ils ont au milieu de leur master le devoir de partir un mois ou deux. Donc en général, le deuxième semestre, puisque le premier semestre, il y a tous les cours, oui. la fac. Donc le deuxième semestre, et là, ils font leur étude de collection.
Donc pendant 2 mois, et alors pour ça, ça veut dire qu'avant, ils ont mis en place ils ont toute la culture générale pour aborder leur collection, ils ont mis leur base de données dans l'ordinateur, tout ça. Ils retournent dans leur pays avec des bourses qui sont souvent ambassades et pays d'origine. Et là, ils étudient, puis ils reviennent ensuite finir la rédaction et soutenir en France. Voilà. Mais ça, c'est des bourses qu'on pense bien en amont pour ne pas avoir de mauvaises surprises et que finalement, il n'y ait pas de capacité in situ d'étudier les collections. Vous voyez, donc que le musée soit fermé ou que finalement les billets d'avion ne soient pas pris en charge, ce genre de choses. Donc tout ça, c'est bien calé en amont. D'accord. De toute manière, toutes les personnes qui veulent faire leurs études en France, moi, je les incite vraiment. Alors, en licence, c'est plus ouvert parce que là, il n'y a pas de sujet de recherche direct. Mais à partir du master, il faut tout de suite se rapprocher du laboratoire dans lequel on va travailler et tout de suite se rapprocher de futurs encadrants. Il faut envoyer des messages. Nous, chaque année, on va dire en mai-juin, on reçoit des messages des étudiants en licence 3 de différents pays du monde et qui nous disent « J'ai vu qu'il y avait tel master adossé à tel laboratoire, je suis intéressée pour faire tel et tel sujet. » Et nous, en fait, on renvoie, soit c'est nous, soit on renvoie à des collègues pour dire « Ah bah écoutez, oui, le sujet… » D'accord, parlons-en et on fait des visios et on voit la motivation bien sûr de l'étudiant et la possibilité de faire des études. Parce que naturellement, et ça c'est important de le dire, il faut un bon niveau quand même quand on arrive pour faire des masters. Tout est évalué, le dossier de licence, les relevés de notes sont regardés. Voilà, on sait qu'on va investir du temps, des équipements dans la formation d'une personne. Donc, on attend que cette personne ait un niveau correct. Voilà. D'accord. Et c'est normal. Oui, non, mais ça fait partie des choses que l'on explique, nous, aussi à notre niveau, aux étudiants, c'est-à-dire que le candidater pour faire des études en France, bon, c'est un choix aussi, mais c'est vrai que sans être péjoratif, ça se mérite aussi également, parce que c'est devenu ce sont des formations qui ont toujours été très connues et qui est reconnu, qui ouvre des portes immenses, parce qu'avec effectivement un diplôme français, vous avez une reconnaissance internationale. Donc, il y a aussi de la concurrence avec d'autres pays, donc forcément, chaque pays maintenant essaie d'attirer les meilleurs étudiants dans leurs propres universités. Le but étant effectivement de former des très bons éléments, mais il n'y a pas que les notes. On sait qu'aujourd'hui, le parcours, la motivation, le projet est pris en compte. Voilà, on a maintenant voilà, tout est évalué et pris en compte. Alors nous, on leur dit aux étudiants, mais c'est bien quand on a un ou une spécialiste qui le rappelle. Il suffit pas de dire juste j'ai envie de faire de l'archéologie, mais si derrière il y a vraiment une motivation ou un projet, une réflexion, ça peut, même si les notes ne sont pas à 24 sur 20, on sait que vous allez attirer. Voilà, c'est un projet ou un candidat qui va vous donner envie peut-être déjà de le contacter, de faire un entretien, etc., pour continuer un petit peu à creuser la question et après lui donner sa chance dans les cursus. Voilà, ça c'est bien aussi de le rappeler. Ce n'est pas que les notes, mais c'est une globalité, c'est une motivation, une envie, et puis dans une lettre de motivation, dans un projet, dans une vie même sociale hors université. Voilà, ça c'est important de le signaler. En tout cas, voilà, merci beaucoup Jessie d'avoir pris sur votre temps de congé scolaire. Je sais que c'était pour nous aussi, ça n'a pas forcément été évident. J'ai vu sur la vitre derrière un reflet tout à l'heure, donc je pense que là j'en ai 3 à la maison. Ouais. Voilà, 3 à la maison. Voilà. Bon, nous on est, même si c'est effectivement les congés scolaires, bon, moi je suis au travail, donc les enfants sont à la maison. Et en tout cas, voilà, c'était vraiment très très gentil de votre part d'accepter sur ce temps-là, voilà, de faire un joli focus sur tout le travail que vous faites. Déjà à l'université à Toulouse, et puis aussi ce que vous avez fait et faites encore et ferez, parce que c'est, comme vous l'expliquez, on est sur de la durée, on est sur de la transmission de savoir et puis éventuellement de la transmission de responsabilité. Je pense que c'est ça aussi qui est important, que les étudiants djiboutiens prennent conscience que voilà, leur patrimoine leur appartient aussi, que tout est, même s'il y a des choses qui sont aujourd'hui en France, mais ne sont pas acquises définitivement, ça fait partie des projets aussi de restitution. Il y a déjà beaucoup de choses, beaucoup d'artefacts
d'artefacts et de matériel archéologique qui a été rendu dans différents pays. Et c'est très bien, tout est mis en place pour que ça soit fait, mais il faut qu'effectivement on ait des chercheurs, des archéologues, mais aussi des techniciens, des responsables, des guides, voilà, de tout. Hein. C'est un univers qui est très vaste. Oui. Et il faut que les gens soient formés, mais pour ça, il faut qu'ils aient envie. Alors, je vois effectivement le Mariam qui n'a pas réussi Il à n'arrive se pas à se connecter. connecter. Je ne sais pas s'il y a eu un souci particulier. Bon, c'est bon. Dommage. On a vu en tout cas quand même les photos. C'est bien. Bon, on les remercie d'avoir fait. Voilà, on vous dit coucou par visio interposée. Merci à vous toutes de votre participation. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de réussite pour la suite des opérations. En espérant bien évidemment vous revoir. Jessie, vous repassez quand sur Djibouti? Moi, j'arrive jeudi prochain. Je pars oui. Bon, voilà. Alors, dans une semaine, voilà, j'espère. La dernière fois, vous étiez passé, mais je n'avais pas eu l'occasion de vous saluer. J'avais vu de loin la conférence. Voilà. Voilà, mais avec grand plaisir. Voilà, au moins pour vous saluer de vive voix et vous remercier également. En tout cas, superbe diaporama. J'ai été très ravi de voir effectivement. De faire des études en archéologie. Voilà, c'est vraiment le but. Voilà, en tout cas, on a une belle capsule vidéo qu'on mettra à disposition de nos étudiants. Et puis bon, on verra pour d'autres projets comment on peut essayer éventuellement de vous réavoir avec nous pour cette opération. Voilà, merci. Bonne continuation, bonnes vacances. Désolé aux enfants de leur avoir enlevé leur maman pendant une petite heure, un petit peu plus. Voilà, et avec grand plaisir, on vous reverra très bientôt et à bientôt en tout cas. Merci et bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.